Donc ce soir, je ne vais pas vous faire une présentation de projets récents, une succession de concours gagnés ou perdus, mais je vais plutôt vous exposer, vous dévoiler, vous soumettre une réflexion sur laquelle on travaille à l'agence depuis maintenant plusieurs mois. Cette réflexion, elle a trait au logement, au problème du logement, notamment le logement social contemporain, aujourd'hui en France, sa situation. Cette réflexion, elle s'appuie sur des études, une expérience depuis maintenant bientôt plus de 20 ans, sur des sujets qu'on a un peu sortis, je pense, dans les années 90, sur quelques opérations de logement, sur les normes, sur la relation de l'espace privé et de l'espace public, sur la réglementation, sur les contextes urbains, les rapports entre certains bâtiments et leur contexte. Donc ça, c'est juste pour appuyer un petit peu cette démarche sur tout un tas de projets. En fait, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si nombreux que ça en 20 ans. Ils ne sont pas si nombreux que ça parce que justement, les idées et les concepts qu'on a essayé de mettre en avant dans ces projets était assez difficile à faire passer auprès des maîtres d'ouvrage, auprès de certains élus, ce qui fait que finalement on a assez peu construit de logements en 20 ans. Mais je pense on a essayé d'avoir une approche assez variée, assez diversifiée sur les opérations qu'on a réussi à mettre en œuvre et à mener à terme. Alors, cette réflexion aussi, elle s'appuie depuis 2008 sur une autre étude, ça fait à peu près 2 ans maintenant, qui s'appelle Agrandir Paris, qui est le traitement d'une toute autre échelle. C'est une autre logique. Cette logique, c'est comment transformer Paris en s'appuyant sur cette idée de faire la ville sur la ville, en installant une nouvelle échelle métropolitaine superposée à l'ancienne. Donc effectivement, ces nouveaux dispositifs, cette nouvelle réflexion provoque une métamorphose assez radicale du paysage urbain. Il s'agit de mettre en place un système de grande hauteur qui va traverser, infiltrer le système à la fois très homogène et par moments distendu des îlots faubouriens, des îlots post-haussmanniens de Paris. L'idée sous-jacente, c'est que la construction, l'infiltration, l'incrustation, c'est des mots auxquels je tiens, de ces éléments de grande hauteur. Quand je parle de grande hauteur, c'est à peu près 50 mètres, puisqu'on parle de logement, vous savez que jusqu'à 50 mètres, on ne tombe pas dans la problématique de l'IGH, de l'immeuble à grande hauteur. Donc les réglementations la réglementation et l'application de ces réglementations en est beaucoup plus facilitée. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que je voudrais aller au-delà de cette situation parisienne. Simplement une chose, c'est que en même temps, ce système prend un petit peu le contre-pied d'une tendance actuelle qui, par rapport à la grande hauteur, a tendance à se généraliser, notamment à Paris, c'est-à-dire de réserver la grande hauteur un peu sur les territoires, je trouve, les moins faits pour accueillir cette grande hauteur. C'est les territoires qui sont grevés des pires nuisances, des pires contraintes. Les bords de périphériques, les friches entre les bretelles d'autoroute, les friches ferroviaires. Alors que, et finalement sans apporter de contrepartie réelle, que ce soit au niveau des réseaux, de l'activité urbaine, alors qu'on sait très bien que Paris est une ville formidablement développée au niveau de son réseau métropolitain, au niveau de ses activités. Bon. Et donc il me paraît beaucoup plus intéressant de confronter l'échelle de la grande hauteur à un tissu urbain qui est déjà constitué, qui a déjà beaucoup d'atouts. Donc ça, c'est un peu une chose peut-être qui permet d'avancer un petit peu plus loin sur donc cette réflexion qui aujourd'hui, je trouve, n'a pas lieu en France. La théorisation, la réflexion sur l'innovation du logement et notamment le logement social en France, finalement est étouffée un petit peu sous à la fois des problématiques économiques, des problématiques réglementaires. On peut dire aujourd'hui il y a à peu près 2 tendances, il y a 2 directions quand on se pose cette question et quand on regarde les projets qui veulent être innovants.
Je dirais il y a la tendance un peu low cost, où on va finalement mettre en avant des arguments économiques, hein, et de construction économique pour proposer, favoriser des logements, un habitat pas cher, mais qui va permettre aux gens d'habiter plus de mètres carrés, d'avoir des logements plus grands, type un peu loft industriel ou assimilé, ou de les faire habiter dans des serres. Donc je pense que c'est une problématique intéressante qui, je pense, a amené un certain nombre de choses. Je pense qu'elle a des limites aussi. La première limite, c'est que je ne crois pas du tout au fait que ça soit réellement d'un intérêt économique avéré. Je pense que finalement, on s'aperçoit, et donc j'en parlerai tout à l'heure, on s'aperçoit que ça se joue à très peu d'euros près, et que ces opérations, souvent, sont des opérations un peu pilotes, et qui sont d'ailleurs jamais renouvelées par les maîtres d'ouvrage qui les engagent. Donc ce côté d'hypothèse économique sur des coûts de construction très bas, sur une rationalisation de structures ou de systèmes de façade, me paraît pas si avéré que ça. Le deuxième écueil de ça, c'est que finalement, si le maître d'ouvrage n'arrive pas à trouver des raisons une façon administrative de régler le problème d'un loyer moins cher, d'un loyer minoré par rapport aux grandes surfaces qu'il va proposer à ses locataires, on se retrouve devant des loyers prohibitifs. Et puis il y a une troisième raison, je trouve aussi, c'est que finalement, cette architecture est d'une certaine manière un peu régressive au niveau esthétique. C'est finalement, elle emploie des matériaux, des images qui me semblent un peu anciennes, et qui, je crois, ne correspondent pas du tout à ce que les gens attendent. Il me semble que c'est quelque chose d'assez triste, finalement. Et moi, j'ai envie de promouvoir que le logement social soit un moment, des lieux, des espaces de joie ou de liberté ouverts, et que les gens s'identifient vraiment dans des bâtiments, dans des monuments qui soient à leur image. La deuxième tendance, elle est plus récente, mais elle marche très bien, c'est celle de l'environnement, de l'environnemental, du développement durable. Et là, alors là, c'est assez catastrophique, parce qu'on a l'impression vraiment que la réflexion environnementale a gommé toute velléité de réfléchir sur l'intérieur des logements, sur les typologies. On a l'impression que le simple fait de régler des problèmes d'isolation thermique, de ventilation intelligente, exonère les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'ouvrage finalement de réfléchir aux espaces dans lesquels les gens vont habiter. Et puis là, encore une fois, au niveau esthétique, on a l'impression que la façade, finalement, est réduite à un affichage des composants, hein, pour faire vertueux, et que cet affichage risque de devenir extrêmement daté très vite, puisque tous les éléments qui la composent puisque ces éléments techniques d'une technique qui avance très vite, risquent de devenir obsolètes très rapidement. Donc, pour toutes ces raisons, on a essayé d'imaginer de bouleverser un peu les choses, d'aller un peu plus loin à la fois dans la réflexion sur les typologies, des typologies où on vraiment testerait des espaces véritablement flexibles, on testerait la mixité, on testerait tous les aspects des normes et de réglementation, en essayant de les contourner quand ça nous arrangeait, en essayant de vraiment voir comment on pouvait mettre en place des dispositifs qui permettent une réelle mixité. Et aussi, dernier point très important, en se posant la question fondamentale de comment on pouvait se permettre financièrement de telles choses. Donc, l'idée de tout ça, c'est de redonner vraiment à l'architecture du logement une ambition qui oublie les architectures frileuses, les architectures culpabilisantes. Moi, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas parce que le programme est ordinaire que l'architecture et les bâtiments ne doivent pas être extraordinaires et inventifs. Donc, je vais vous présenter deux concepts, en fait.
deux concepts de bâtiments, tours. Pourquoi des tours? Il se trouve, et en travaillant sur ces nouvelles typologies, on s'est aperçu que finalement les tours représentaient beaucoup d'intérêt, parce que d'abord sur un espace restreint, on arrive à mettre beaucoup de mètres carrés, donc on arrive à mettre beaucoup de gens, on arrive à récupérer peut-être grâce à ça des espaces moins chers pour les implanter. On pense aussi que la configuration morphologique d'une tour, son élancement, sa géométrie particulière, son rapport au sol permet peut-être paradoxalement d'être mieux à même de comprendre le contexte, en tous les cas de s'intégrer dans des contextes difficiles, d'avoir même une certaine aménité, ce qui finalement n'est pas toujours ressenti comme ça. Donc la première, on a fait deux hypothèses, mais qui, vous verrez, sont assez concrètes. La première s'appelle Clubhouse. Donc c'est une tour qui fait à peu près 8000 m² de surface hors œuvre nette, à peu près 30 par 30, 700 m² d'emprise au sol, une quinzaine d'étages, et un programme qui mixte des logements, des bureaux, des chambres d'étudiants, des haltes garderies, des crèches, etc. Donc évidemment, pour essayer de travailler sur des systèmes nouveaux, on est vraiment parti à la fois de tout ce qu'on savait, tout ce qu'on ne savait pas, tout ce qu'on avait envie de faire, tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, et en essayant vraiment de remettre tout à plat. Donc d'essayer de retrouver des dispositifs et des typologies complètement nouvelles. Donc cette première tour, en fait, elle s'appelle Clubhouse parce qu'elle est fabriquée à partir d'un noyau qu'on pourrait définir comme un hub dans lequel vont se trouver on peut dire tous les espaces humides, tout ce qui est salle de bain, toutes les fonctions cuisine, etc., gaines, évidemment ascenseur et escalier. Et ce hub va être raccroché à ce qu'on appelle une corolle, donc un plateau qui de fait devienne absolument libre, ce qui va permettre, vous allez le voir, une certaine flexibilité, une certaine modularité et des aménagements et des distributions particulières. Donc voilà, en orange, vous avez les circulations verticales, les noyaux, en mauve, donc toutes ces loges qui font à peu près une douzaine de mètres carrés, qui sont soit des salles de bain, soit des cuisines, enfin des pièces adaptées à ces fonctions. Et puis en bleu, les espaces servis, donc de séjour, de vie. Et puis en vert, un certain nombre d'espaces extérieurs qui sont plus ou moins configurés géométriquement. Donc le système en fait qu'on a mis en place, il travaille par superposition de deux niveaux. En superposant deux niveaux, on arrive à avoir un système de duplex qui permet d'une part aussi de ne jamais superposer deux fois les couloirs qui relient le hub au corolle, ce qui sinon aboutirait à avoir des murs toute hauteur. Donc là, on a un système un petit peu complexe et qui permet justement, à partir de ce système de duplex et de liaison décalée d'un étage à l'autre, d'avoir soit un appartement qui va avoir sa cuisine à l'étage bas du duplex et sa salle de bain à l'étage haut du duplex. Donc voilà, ces doubles corolles, en fait, ces corolles duplex, on les met 7 fois en superposé, ce qui donne ce bâtiment. Donc voilà autour de ce noyau, donc qui est un noyau qui reprend quelque chose que j'aime bien, qu'on avait utilisé dans un projet que vous avez vu passer rapidement, et que je trouve on n'utilise plus du tout, c'est le carrelage, le carreau de faïence, qui est un élément, je trouve, tout à fait domestique, et on ne sait pas très bien pourquoi il a à peu près disparu des projets actuels. C'est un projet extrêmement brillant, intéressant, et donc qui va donner une matière très contrastée avec à la fois dure et brillante au noyau par rapport au corolle. Là, on peut bien voir sur cette image, peut-être celle d'après, voilà, c'est ce que j'expliquais justement, ce décalage, juste en décalant d'un demi-tour ou d'un quart de tour, ce décalage des blocs qui permet justement de ne jamais avoir superposé d'un étage à l'autre les éléments de liaison entre le noyau et la corolle.
Donc voilà, c'est sur cette image, donc on voit comment le système se met en place avec une structure assez simple, des poteaux qui tombent plus ou moins aléatoirement, c'est un peu le jeu aussi. Et puis, donc là, on commence à voir justement les rapports qu'il peut y avoir entre ce système un peu flou, comme une méduse un peu qui viendrait se coller à son rocher, et tous les effets un petit peu d'espace et de transparence qui sont induits par ce système. Donc sur cette corolle, on installe évidemment une enveloppe, alors qui peut être vitrée, qui peut être plus ou moins poreuse. Donc là, pour l'instant, on en est au niveau du concept, mais bien entendu, cette peau vitrée peut présenter tout un tas de formes, de simples, de triples, de quadruples vitrages, puisqu'on en est là aujourd'hui, avec des rideaux, des stores intégrés, etc., etc. Donc voilà, on commence à voir comment justement se superpose une espèce de vie comme ça, et surtout de vie avec des activités très différentes, comme là vous avez en bas des bureaux, des logements en haut, donc on va voir ça plus en détail. Donc voilà le système en plan. Donc on voit que grâce à ce système qui va intégrer dans le noyau central finalement les systèmes de fluides, après on va pouvoir dispatcher un peu comme on veut, en tournant autour, différents programmes. Donc là, vous pouvez donc brancher des chambres d'étudiants qui vont récupérer, transformer les salles de bain en douches communes, la cuisine en réfectoire commun, des bureaux qui vont récupérer les salles de bain en toilette, les cuisines en cuisine, où une partie de ces éléments vont permettre de faire des archives ou du stockage de photocopies, etc., locaux informatiques. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment tout ce qui est dur, tout ce qui est pesant, tout ce qui empêche la flexibilité et la réversibilité des activités dans un noyau qui, lui, finalement, est permanent et qui libère le plateau avec des cloisons. Donc on a montré de manière assez fluide, qui montre que grâce à cette structure, on peut avoir le cloisonnement, finalement, que l'on souhaite. Voilà, donc un peu plus grand, donc on voit bien là, avec les petites icônes dans les pièces humides, comment voilà, on peut avoir d'un côté en vert les chambres d'étudiants, le haut du duplex, enfin le haut des duplex, puisque là c'est plusieurs appartements, et des bureaux en bleu, voilà, qui vont se brancher suivant leurs besoins et adapter suivant leurs besoins les loges du noyau central. Voilà, donc en coupe, ça donne un bâtiment assez complexe en fait, mais qui finalement est assez simple, où on peut voir là, justement donc toute cette superposition d'activités qui se superposent finalement de manière assez simple. Alors sur cette mixité, cette tour, elle présente une caractéristique, c'est que, et je crois que c'est une des raisons de ce qui pourrait être le succès d'une vraie mixité, notamment avec des activités qui sont a priori aussi différentes que le logement et le bureau. Mais l'idée, là, c'est évidemment de ne pas faire 15 étages de bureaux sur 10 étages de logement. Je pense que ça ne marche pas. Et il y a un vrai rejet des promoteurs, des élus et sans doute des usagers aussi sur ce genre de superposition. L'idée, là, sous-jacente, c'est de revenir à un principe simple qui est le principe du bâtiment haussmannien, avec évidemment une architecture complètement différente et des hauteurs différentes, qui est que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de 100 mètres carrés, de 200 mètres carrés de bureaux, qui n'ont pas envie forcément d'aller se mettre à La Défense ou à Montreuil ou ailleurs, et qui finalement intégreraient bien des ensembles un petit peu plus liés à une vie quotidienne des gens, de faire partie d'un quartier et pas simplement être dans un quartier de bureau. Donc c'est pour ça aussi que évidemment on montre une halte garderie, une crèche, mais il y a sans doute d'autres activités comme ça qui pourraient, grâce à une espèce de modulation très simple et de réversibilité, de flexibilité de ces plateaux, qui pourraient être reconquis comme ça par des activités, mais avec des surfaces finalement qui restent proportionnées au projet et qui, je pense, ne rebuteront pas ni les usagers ni éventuellement les promoteurs. Donc
on peut voir que, bon, cette image vous la connaissez parce que c'était celle de l'invitation, mais on voit que justement, alors c'est là où ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est effectivement à partir de considérations complètement différentes qui sont celles sur les typologies, celles sur l'économie, celles sur les normes, sur la mixité, sur la disponibilité un peu des surfaces les unes par rapport aux autres. On arrive à produire des espaces assez incroyables, donc avec des systèmes de champ contre champ, de plongée, de contre-plongée. Une des choses intéressantes, là c'est par exemple une hypothèse, un scénario sur le plateau, un plateau occupé par des bureaux, voilà, mais pas forcément une entreprise qui a besoin de 3000 m², mais bon, elle a peut-être besoin de 200 m². On voit qu'elle a intégré le hub avec, là on voit en orange le local photocopie, un peu plus loin elle aura sa cuisine, ses toilettes, etc. etc. Ce qui est intéressant là aussi, peut-être sur l'image suivante, voilà, c'est qu'on crée, si on veut pas, on a des systèmes de protection. Si on veut, on crée aussi tout un tas de liaisons visuelles qui, je pense, vont là aussi un petit peu plus loin que ce qu'on peut voir dans les bâtiments actuellement, qui peut être un problème, mais qui, je pense, peuvent avec des systèmes qui permettent l'intimité. Bon, encore que là, l'intimité dans des bureaux, elle ne se pose pas de la même façon que dans du logement. Mais disons, le dispositif, il permet des tas de choses qu'un autre bâtiment ne permettrait pas. Voilà, donc là encore un phénomène de champ contre champ intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans sa cuisine, on est séparé du séjour. On peut voir éventuellement par en dessous, par en dessus, sur les côtés. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. Et on voit on voit jusqu'à l'extérieur. Donc il y a aussi ce système qui fait que finalement, quand on est au centre du bâtiment, on a l'impression dans ce noyau d'être complètement enterré au milieu de nulle part. Et en fait, on s'aperçoit que les plateaux sont assez poreux. Le système de ventilation verticale, ce grand trou vertical, crée des systèmes de liaison, de champ contre champ, de contre-plongée assez vertigineux. Et donc voilà encore une autre image d'un séjour de logement, avec là encore, bon, voilà, à la fois espèce de flottement, c'est la vie entre donc des locaux qui souvent sont un petit peu compliqués à gérer et à installer dans un appartement, qui s'avère toujours qui viennent bloquer, soit bloqués. On a toujours envie de casser la salle de bain pour agrandir le séjour, d'ouvrir la cuisine pour agrandir le séjour. Donc là, en fait, on règle le problème définitivement. On met tout ce qui finalement est dur au milieu. En même temps, ce système de locaux humides, on s'arrange pour lui donner une vraie relation avec le reste de l'appartement et avec le reste de l'immeuble. Donc deuxième bâtiment, deuxième tour, qui s'appelle Plateforme, qui est donc à peu près sur le même programme, donc logements sociaux, chambres d'étudiants, équipements, on a remplacé les bureaux par un foyer de retraités éventuellement. Alors vous verrez qu'en fait, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder les chiffres, vous verrez que la tour précédente produisait 8000 m² de chaude, là elle en produit 4000, donc j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'effectivement c'est quelque chose dont il faut parler. Donc c'est une tour complètement différente, on a essayé vraiment de travailler sur des dispositifs complètement radicalement différents, donc qui est basé toujours sur une tour de 50 mètres avec une quinzaine d'étages, donc avec une structure ce qui va apporter un système de plateaux, d'où le nom de plateforme. Ces plateaux seront double hauteur, là encore. Après, on va venir envelopper et isoler autour de la structure voilà, un certain nombre d'espaces qui vont devenir des espèces de logements en gaine. Donc là, d'une certaine manière, on inverse complètement le dispositif par rapport au précédent. C'est-à-dire les logements sont finalement conçus un peu comme les gaines du bâtiment, alors qu'avant c'était plutôt le contraire, ils venaient flotter autour. Et là, c'est des espaces extérieurs et de circulation qui vont venir flotter autour des gaines.
Donc au niveau des circulations, c'est aussi assez simple. On a ce qu'on pourrait appeler des escaliers de secours nécessaires pour les pompiers en périphérie, qui ne sont pas forcément ceux qui vont permettre de monter chez soi ou d'en descendre. Et puis on a surtout 2 ascenseurs en partie centrale qui vont permettre facilement de monter et descendre. Sur ces plateaux, donc on voit l'éclater un plateau double hauteur, on vient rajouter par moment, en sous-face ou en surface, des éléments un peu des prothèses qui viennent un peu se plugger sur ces gaines. Et donc on arrive à une chose un peu curieuse, qui est donc cette tour d'habitation, architecture du quotidien, comme c'est annoncé, et donc qui va déployer, alors effectivement, donc je parlais tout à l'heure d'essayer de générer, de produire une esthétique nouvelle, d'essayer d'aller vraiment, de bousculer un petit peu l'idée qu'on peut se faire du logement, de travailler sur la couleur, de travailler sur les typologies. Donc on voit qu'on a affaire à vraiment un système complètement différent de ce qu'on peut habituellement voir. Voilà. Et donc notamment le principe de fonctionnement. Là, vous allez voir quelques images intérieures. Donc on a des typologies et des espaces intérieurs très, très particuliers, volontairement. Mais on peut voir là encore comment on peut gérer des situations de mixité et de faire cohabiter des programmes très différents. L'idée, voilà, c'est que soit certains groupes sociaux ou d'âge est disposé sur un plateau double hauteur, soit ils peuvent le partager avec un autre groupe social. Donc il y a aussi une certaine latitude quant à la manière de mélanger les gens et les activités. Une chose intéressante aussi, c'est que grâce aux prothèses qu'on branche au-dessus ou en dessous, en sous-face des dalles, par exemple, on s'aperçoit que finalement, contrairement à une maison, on rentre à un étage et au lieu de descendre à la cave, on se retrouve finalement au-dessus du plateau d'en dessous, au-dessus du terrain de la maison d'à côté. Alors je parle de maison parce que je veux revenir sur cette histoire de surface. Donc, je vous ai parlé de densité tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas être obsessionnel non plus de la densité. La densité, c'est une chose nécessaire. On sait qu'elle est intéressante pour beaucoup de choses. Et en même temps, ça m'intéressait de tester cette non-densité. C'est-à-dire qu'effectivement, faire une tour de 50 mètres de haut pour produire 4000 mètres carrés de chaume, ce n'est pas forcément très... ça a certaines limites. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette tour, on a un peu une densité de pavillons sur sa parcelle. Donc c'est un peu paradoxal. Et l'idée, c'est que l'idée, c'était de tester, puisque on sait que c'est des densités que les gens aiment. C'était de voir comment, en empilant justement ces pavillons qui n'ont rien à voir morphologiquement, évidemment, avec des pavillons de banlieue, mais c'est un peu cette idée de cette maison plantée sur son terrain. Mais sauf que là, les terrains, les maisons sont empilées les unes sur les autres, et ce qui va forcément créer une certaine densité d'activité en tous les cas, des rapprochements, des rencontres, etc. etc. Donc là encore, il y a donc plusieurs façons, je pense, d'envisager la densité. Et la densité, là, elle est intéressante parce qu'effectivement, on n'arriverait jamais à mettre autant de pavillons sur 30 mètres par 30 mètres. Donc c'est là où la densité revient, et l'immeuble de grande hauteur, enfin qui n'en est pas un, la tour d'habitation redevient intéressante. Donc on voit là comment finalement sont disposés les logements par rapport aux espaces libres, aux plateaux, donc qui vont créer des formidables placettes d'espaces libres en aérien. Et donc là, on voit aussi comment on peut mixer les activités, donc le foyer de retraités, des foyers d'étudiants, des familles, etc., qu'on peut mélanger plus ou moins, suivant peut-être les situations, les localisations. Donc voilà le résultat. Donc où là encore, on voit qu'on arrive justement à donner des images assez fortes, en tous les cas, qui sont un peu à rebours de ce qu'on a l'habitude de voir, avec
tout un travail sur la morphologie des logements. On a volontairement été assez loin dans cette idée que finalement il fallait qu'on casse un petit peu les images stéréotypées qu'on avait des logements, qu'on casse les images stéréotypées qu'on avait du rapport des logements avec l'extérieur. Donc là, on a un peu une espèce de vie communautaire, ou pas forcément, c'est un peu comme on veut, puisqu'on a les possibilités de faire les deux. Et donc là, on aurait par exemple un duplex, un plateau duplex qui serait dédié sans doute aux étudiants, compte tenu de ce qu'on peut voir sur l'image. Donc, je parlais aussi des nouvelles formes, des nouvelles typologies. Donc, effectivement, ce système de logement en gaine qui ont des morphologies très particulières, très verticales, avec des extensions horizontales en sous-face ou en surface des plateaux, vont créer effectivement à la fois des espaces intérieurs assez inédits, et en même temps, avec tout ce travail sur les percements, qui là aussi sont un petit peu pas habituels, un rapport avec l'extérieur tout à fait étonnant. Donc voilà, par exemple, un appartement comme on pourrait l'avoir, donc qui se trouverait un peu en sous-face d'un plateau, donc légèrement, enfin, au premier étage d'un plateau. Donc on voit que ce système, il permet de générer beaucoup de situations, beaucoup de façons et d'appropriations. Donc après, c'est à la volonté et à l'inventivité des gens. Je n'ai pas parlé des petites prothèses aussi qui sont en partie basse, donc qui vont permettre de manière permanente soit d'être traité en banc, en bar, en banque ou en pot de fleurs. Donc il y a la mise en place de manière volontairement esthétique de tout un tas d'éléments qui participent à la vie des gens. Donc voilà ce que pourrait être un plateau dédié à des appartements pour des familles, avec donc la possibilité à 30 mètres de haut ou à 40 mètres de haut de pouvoir faire un pique-nique, s'allonger sur l'herbe, boire un coup, etc., etc. Donc le problème de tout ça, c'est comment on peut payer, comment on peut finalement escompter, pouvoir réaliser de tels projets. Et où surtout et pourquoi. Donc c'est là où finalement notre réflexion est un peu sortie de Paris. On s'est beaucoup posé la question en même temps de comment arriver à construire ces milliers de mètres carrés par an dans le Grand Paris, dont on parle beaucoup, sur quel territoire, en essayant justement de pas se limiter aux territoires qui sont plutôt concernés aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des territoires qui nous paraissent quand même très problématiques pour convaincre les gens que les tours c'est bien. C'est-à-dire que déjà les gens sont réticents à habiter dans des tours. Si on les met dans les endroits les plus pourris de la métropole, ça va pas faire avancer les choses. Donc on a essayé de croiser deux questions. La première, c'est où trouver des endroits où on pourrait implanter de manière pas chère ces bâtiments et comment ces endroits pourraient-ils devenir et être déjà en situation d'accueillir dans un cadre dans une centralité active bien desservie par les transports en commun ces mêmes bâtiments. Et donc on est tombé assez naturellement sur les grands centres commerciaux de la métropole parisienne. Donc voilà, vous avez quelques images là, et on s'aperçoit que finalement c'est un territoire à reconquérir. Mais c'est un territoire très riche. Il y a un vrai trésor, de place, il y a un vrai trésor de richesse, il y a un vrai trésor de connexion. C'est sans doute les endroits les plus connectés de la banlieue, si on exclut les gares RER et SNCF, et ce sont les endroits les plus connectés de la région. Et donc on a commencé à réfléchir sur cette idée un peu folle qui serait pourquoi pas essayer d'installer ces grands bâtiments, ces grandes tours d'habitation, là où finalement elle serait le plus à même d'être accueillie, là où finalement la vie métropolitaine existe réellement.
C'est une vie qui est extrêmement foisonnante, brillante, ou finalement extrêmement fascinante et attirante. On sait bien que tous les banlieusards le week-end passent leur temps dans les centres commerciaux. Donc on a là tout un tas d'éléments extrêmement intéressants et attractifs pour installer ces tours d'habitation. Alors, on le voit, notamment sur cette image, on le voit qu'il y a une espèce à la fois de concentration incroyable de voitures et en même temps un désert, désert de bitume qui fait qu'il y a une espèce de gâchis invraisemblable. Et donc l'idée sous-jacente, c'est effectivement de voir comment on peut récupérer toute cette richesse de sol, toutes ces aires de stationnement qui pour l'instant ne servent qu'à garer des voitures, ce qui est normal, mais qui pourrait peut-être être plus intelligemment recyclé, en tous les cas en partie. Donc on voit aussi que les centres commerciaux, c'est des systèmes assez incroyables, des systèmes urbains qui apparemment ont du mal à se greffer à leur environnement, mais pas tant que ça. En fait, par rapport à cette idée un petit peu là, qui court depuis quelques années sur le chaos des métropoles, en fait, on s'aperçoit que le chaos, il est pas si évident que ça. On s'aperçoit au contraire, il y a des micro-organisations urbaines, des micro-organisations de pavillons, juxtaposées de micro-organisations de cités, micro-organisations de centres commerciaux, etc., ou d'entrepôts, et que finalement, tout ça est assez bien organisé. Enfin, bien, entre guillemets, c'est souvent mal organisé, mais il y a une vraie organisation. Donc l'idée, c'est de voir comment, à la fois, ces micro-organisations un peu terrifiantes pourront accueillir des bâtiments de grande hauteur de logement, et en même temps comment ces bâtiments de grande hauteur de logement, par leur force attractive, comme des espèces de nouveaux monuments contemporains, vont pouvoir faire basculer ces espaces dans autre chose, dans quelque chose qui serait plus une centralité urbaine qu'un centre commercial. Donc voilà, donc en fait, quand on regarde les choses précisément, on s'aperçoit que c'est assez simple. L'emprise d'une tour, telle qu'on vous l'a montré, là, à peu près 30 par 30, ça prend 50 bagnoles, donc ce qui n'est pas excessif. Donc on voit très bien que ces tours, on peut très bien, dans ces espaces gigantesques, on peut très bien les intégrer. On a les parkings gratuits, et c'est là où je voulais en venir, le foncier gratuit. Parce que je pense que c'est bien la moindre des choses que les grands groupes, là vous allez voir défiler beaucoup de Carrefour, du groupe Carrefour. Je pense qu'on pourrait assez facilement, dans le cadre du Grand Paris, avoir des négociations avec ces groupes pour qu'ils laissent sur leur territoire, une partie de leur territoire qui est assez largement dotée, la construction de certains bâtiments de logement, et bien sûr, en ce qui concerne les futurs, de négocier ça auparavant. Donc on se retrouve avec là une vraie économie, c'est-à-dire un foncier gratuit. Donc le foncier en Ile-de-France, il est de plusieurs centaines d'euros de francs. Donc là, je pense qu'on est dans certaines situations, pas partout, mais dans certaines situations bien au-delà de tout ce qu'on pourrait économiser sur des composants de structures, etc. Et puis on a le parking gratuit. Donc là aussi, on économise une emprise. Je ne parle même pas de parking enterré. Donc on a vraiment une véritable économie un plus qui va permettre de construire beaucoup mieux que d'habitude. Donc voilà le bâtiment. Donc on a regardé un petit peu, on a passé au tamis tous les principaux centres commerciaux. On en a pris une cinquantaine. En fait, ceux qui étaient les mieux desservis, c'était un peu notre critère, c'est les grands centres commerciaux, les mieux desservis de la région parisienne, du Grand Paris. Donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que on a calculé à peu près, ça c'est les emprises juste de leur parking, hein, c'est même pas les emprises de leur bâtiment. Donc on peut voir qu'il y a des centres commerciaux qui ont plus de 100 000 m² de parking, enfin, c'est totalement hallucinant. Et que par exemple pour ces 50, il y en a beaucoup plus que ça dans la région parisienne, hein, mais il y en a ces 50 là, ça fait 3 km². 3 km², ça fait la surface du 10e arrondissement, par exemple.
Donc il y a une espèce de territoire là qui est vraiment maltraité, je dirais, au sens où on pourrait vraiment le faire fructifier, et qui est une source sans doute de mutations beaucoup plus intéressante que d'y laisser mettre des voitures. Voilà, donc on a fait, après ça, on a pris, je crois, 8 cas d'études de site, un peu pour voir pour étudier concrètement l'implantation physique, architecturale et urbaine de ces tours de logement dans ces centres commerciaux. Voilà le premier, Rosny 2, qui est assez connu, assez proche de Paris. Ce qu'on peut voir sur cette image, c'est qu'effectivement, les centres commerciaux sont extrêmement bien desservis par les transports en commun. Là, on a de chaque côté une ligne RER, un tramway, des lignes de bus à foison. Et donc, ce sont les vrais centres urbains du Grand Paris, en fait, et sans doute du futur du Grand Paris. Donc voilà l'installation, là, notamment il y a 3 tours. 3 tours côté tramway, une tour parce qu'on est un petit peu plus gêné sur ce bâtiment. Il y a des parkings en superstructure, donc évidemment il ne serait pas possible, en tous les cas économiquement, et ça remettrait en cause notre argumentaire de construire sur des parkings en superstructure. Donc, mais il y a beaucoup de place encore sur la terre ferme, et donc on a disposé donc 4 tours sur ce parking de Rosny 2. Donc voilà aujourd'hui le site justement du côté du tramway, et voilà comment, en sortant de son bus, on trouve son logement de grande hauteur, juste à portée de passage piéton. Donc là encore, même hypothèse côté RER. Et donc on voit comment quand même les choses peuvent changer, enfin ces bâtiments peuvent changer considérablement l'image un peu particulière qu'on peut avoir des centres commerciaux. Parce que c'est ça aussi l'idée sous-jacente, c'est de comment finalement récupérer un petit peu ces endroits immenses, les remettre, les réintégrer dans un système urbain qui soit vraiment compréhensible par tout le monde et gérable par tout le monde. Donc on voit aussi que dans ces centres commerciaux, il y a des bâtiments qui en général sont de qualité assez médiocre, et que donc il faut vraiment des bâtiments assez hauts, assez forts pour pouvoir rivaliser avec eux, pour ne pas être étouffé. Donc là encore, la tour, la grande hauteur, les typologies, les morphologies caractéristiques un peu inédites, elles contribuent à installer cette relation très forte et cette réaction avec les composants existants des centres commerciaux. On peut voir que justement sur cette image, là, on voit des tours qui doivent être sur les hauteurs de Romainville. Et donc là encore, on s'aperçoit qu'il serait intéressant, avec les nouvelles tours qu'on va pouvoir mettre dans le Grand Paris, de retravailler, de recréer une espèce de maillage. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que s'il n'y a pas beaucoup de tours dans Paris, encore que il y en a énormément dans la banlieue, la proche banlieue, la lointaine banlieue. Et donc, il y a tout un travail à faire sur ces formes verticales qui sont la plupart du temps un petit peu ignorées. Et que le simple fait de se reposer la question de réinstaller des bâtiments assez hauts va mettre en place toute une réflexion sur la totalité de ces grands bâtiments. Donc Évry, là encore, on voit comment le site est ceinturé de connexions diverses. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit que finalement c'est assez difficile de faire de l'urbain dans ce genre de site, et qu'il faut vraiment une espèce d'apparition comme ça qui redéfinissent une nouvelle échelle et qui redonnent des nouvelles images fortes et qui permettent de faire des mutations incroyables. Donc on a ici, dans ce centre commercial, tout
tout un tas d'éléments un petit peu parasites, mais qui en même temps sont assez habituels dans ce genre de site. Moi, je ne pense pas que pour faire de l'architecture dans ce genre de centre, il faut qu'on puisse compter sur les développeurs de centres commerciaux, sur les groupes Carrefour, Auchan et compagnie. Même s'il y a des exemples qui sont plus ou moins heureux, qui a des architectes qui essaient de faire de leur mieux, je pense qu'on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a aucun. Le territoire français, la mentalité française est incapable d'adhérer à des propositions type site ou de ce que Venturi a pu développer dans les années 70. Donc on aura toujours des centres commerciaux merdiques architecturalement. Donc il faut vraiment, c'est d'autres architectes, c'est d'autres programmes. Je ne crois pas du tout à ce que l'architecture commerciale pourra un jour avoir un intérêt architectural et urbain. Donc c'est vraiment ces grands espaces, ces grandes entités, il faut vraiment venir les subvertir avec d'autres programmes, avec d'autres architectures qui vont permettre de complètement assurer leur mutation. Donc on voit aussi que ça peut être des espaces un peu qui signifient rien du tout, en dehors de garer des voitures, et que tout de suite, avec l'apparition de choses un peu bizarres, les lieux se transforment immédiatement. Et une chose peut-être intéressante sur cette image, avant, c'est que effectivement, par rapport au tour, un des grands reproches qu'on fait au tour, c'est de dire ça fait de l'ombre aux voisins. Et donc, effectivement, on s'aperçoit, c'est ce qui est possible, ce qui est vrai sans doute, on s'aperçoit que là, l'ombre, elle ne va gêner que des voitures et que des entrepôts commerciaux. Donc, c'est aussi un intérêt à mettre ces bâtiments dans ce type d'espace qui peuvent peut-être plus facilement les recevoir que d'autres. Donc là encore, on voit quand on passe au bord de ces territoires, c'est un problème général dans les métropoles urbaines, c'est qu'on a un manque de signifiants, on a un manque de repères. Finalement, malgré tout, le simple sigle Carrefour et quelques agaceries architecturales ne suffisent pas à se repérer, d'autant plus que c'est les mêmes à 3 km plus loin. Donc là encore, c'est vrai que si on voit qu'il y a une potentialité extraordinaire de ce genre de bâtiment à générer des repères, à générer des monuments un peu iconiques qui sont seuls capables de venir vraiment recréer une centralité mentale surtout, ce qui manque beaucoup dans le paysage de la métropole. Avec effectivement aussi des effets... J'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de chaos en banlieue, c'est juste une juxtaposition de micro-organisations totalement différentes les unes par rapport aux autres. Et je pense que là encore, c'est justement par des bâtiments un peu réactifs, volontairement réactifs, qu'on va pouvoir créer des liaisons entre ces systèmes urbains qui jusqu'à présent n'arrivent pas à se parler. Voilà, donc encore une vue un peu déprimante de ces entrées de centres commerciaux. Là, une vue finalement où on serait presque sur la place du village, s'il n'y avait pas autant de voitures. Mais on voit que finalement, on aurait tout à gagner aussi d'amener un autre type de vie. C'est-à-dire que le problème de ces centres commerciaux, c'est que finalement, tout est pareil. Bon, alors vous allez me dire, si on met toujours la même tour, on va arriver au même phénomène. C'est évident, c'est une hypothèse. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'aller remettre les deux mêmes tours sur tous les centres commerciaux de la région parisienne. Voilà, donc on voit finalement comment, avec l'architecture, on peut arriver je pense, à générer un certain nombre de... on va le voir sur cette image. Voilà, donc là, je trouve qu'on arrive même finalement presque à retrouver, à croire qu'il y aurait un espèce de boulevard urbain dans ce centre commercial de Vélizy 2. Donc toutes les possibilités sont
sont à l'œuvre, avec des bâtiments d'échelle complètement différente. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier dans ces centres commerciaux et d'une façon générale dans la banlieue, c'est que c'est une espèce d'ouverture totale à toutes les échelles. Ce qui, évidemment, le plus souvent pose problème. Mais si on arrive avec un certain type de bâtiment, un certain type d'implantation, à créer des relations, à créer des réactions qui ne sont pas forcément uniquement contextuelles, qui peuvent être de confrontation, on arrivera peut-être à créer une espèce d'image urbaine, moderne et contemporaine de ce que peut être la métropole aujourd'hui. Donc voilà, encore d'autres types de... Voilà encore, donc ici on voit bien que c'est donc tous les exemples qu'on a pris, mais c'est assez général. Il y a toujours cette permanence à la fois de territoires extrêmement bien desservis finalement, mais qui ont peu de qualité, qui sont finalement laissés un petit peu à leur état de fonctionnement commercial ou de stationnement. Et donc, il y a tout un travail à faire, justement, sur la reconquête de ces territoires. Donc, pour conclure, on pourrait dire deux choses, un petit peu pour la suite. Voilà ma conclusion. Oui. Moi, ce qui m'intéresse justement, enfin tout au long de cette réflexion, c'est de voir comment on pouvait faire muter. Enfin, Francis parlait tout à l'heure en présentant de ce problème de mutation et comment ces problèmes de mutation peuvent être anticipés. Et donc le travail qu'on propose là, si évidemment il est axé sur le logement, s'il est axé sur la façon finalement de trouver des solutions, des emplacements, des localisations dans le Grand Paris pour pouvoir construire ces milliers de mètres carrés par an qu'on doit construire, finalement dans des situations qui soient quand même de qualité. Et si on arrive grâce à ces scénarios en même temps à faire muter des espaces comme des centres, comme les centres commerciaux, qui ont tout finalement pour devenir, et qui sont déjà parfois le vrai lieu de vie des agglomérations des grandes villes, je pense que moi c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Et donc il faut anticiper plus loin. C'est-à-dire qu'il faut anticiper comment, je ne pense pas qu'on va continuer à avoir des carrefours de dizaines de milliers de mètres carrés comme ça pendant 20 ans. Donc sans doute il va y avoir une espèce de remise en cause. Donc comment, si ces entrepôts se déplacent ou se résorbent modérément, voilà, je pense qu'il faut essayer d'anticiper leur reconversion en équipements sportifs, en équipements culturels, reconquérir aussi ces grandes surfaces asphaltées, mettre des jardins, je ne sais pas quoi d'autre. Donc ça, je pense que c'est une problématique aussi intéressante que l'idée d'y mettre du logement. C'est comment finalement on a ces grandes centralités. Je pense que c'est les centres, les centres de l'agglomération du futur. Il faut essayer d'anticiper comment on va pouvoir pousser le plus loin possible, accompagner cette mutation. L'autre chose, évidemment, c'est que cette occupation des aires de parking des centres commerciaux, ça ne doit pas être le seul endroit où on peut imaginer installer des immeubles de grande hauteur de logement. Et donc, il y a aussi tout un travail à faire sur voilà, des déchiffrements, de trouver d'autres lieux qui ne soient pas uniquement des lieux un peu désertés qui sont uniquement aujourd'hui colonisés par l'herbe folle, les odeurs d'essence, comme les bords de périph'. Et je pense qu'il y a d'autres endroits, peut-être certains parkings autour des gares RER, des gares SNCF. Je pense qu'il faut essayer d'aller encore plus loin et de redonner à ces lieux de centralité la densité et la mixité qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.